Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à la première partie de la séance d'information virtuelle portant sur le plan directeur d'aménagement du campus de la Montagne de l'Université de Montréal et de ses écoles affiliées. Je m'appelle Dominique Olivier et je suis la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal. J'aimerais vous dire quelques mots avant de commencer sur la consultation publique en général et sur l'Office. Je vous rappelle qu'une consultation est destinée d'abord aux citoyens qui ont le droit d'être renseignés sur les projets susceptibles de modifier leur cadre de vie. Ils ont aussi le droit de faire valoir leur opinion dans le but d'éclairer et d'influencer les décisions des élus relativement à ces projets. Je vous rappelle que les rapports de l'Office ont une valeur consultative. Les décisions finales appartiennent aux élus. L'Office a pour principe de base de procéder de façon crédible, transparente et efficace. Les commissaires ne sont ni des élus ni des fonctionnaires et même s'il est régi par la Charte de la Ville de Montréal, l'OCPM est une entité distincte et indépendante. D'ailleurs, toute personne qui préside une commission ou qui en fait partie s'engage à respecter le code de déontologie des commissaires dont vous pouvez prendre connaissance sur le site Internet de l'Office. Avant de céder la parole aux membres de la commission, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous expliquer les choix que nous avons faits à l'Office pour permettre au plus grand nombre de personnes possible de donner leur avis, et ce, malgré le contexte de la pandémie de COVID-19, ainsi que les différentes nécessités de respecter des règles de distanciation physique. Depuis le 10 août dernier, et après avoir sondé des centaines de participants à nos consultations antérieures, l'OCPM a mis en place une méthode qui nous permet de continuer d'assurer l'accessibilité au processus et de faciliter la participation tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur. Chaque étape de cette nouvelle façon de faire a été l'objet d'une évaluation très rigoureuse que nous avons menée à la fois par le biais de questionnaires en ligne et d'entretiens, tant avec les participantes et participants qu'avec les membres de l'équipe interne ou encore avec les personnes qui portent les projets soumis à la consultation de la Ville ou bien les promoteurs. De façon générale, vous nous avez réitéré en grand nombre votre confiance dans les processus de l'Office ainsi que dans la pertinence des recommandations qui sont faites par les commissaires à partir de vos contributions. Et pour cela, nous vous remercions. La participation citoyenne est au cœur de notre mission et au centre de nos préoccupations. Nous sommes résolument engagés à faire en sorte que les limitations actuelles ne constituent pas un frein à la participation pour les personnes qui seraient peu à l'aise avec l'écrit ou pour celles qui n'auraient pas un accès adéquat à Internet ou encore pour celles qui, traditionnellement, préféraient venir nous présenter une opinion à l'oral. Comme la plupart d'entre vous, l'Office souhaite le plus rapidement possible revenir à des processus en présentiel. Néanmoins, on comprend que des préoccupations de santé publique sont très réelles dans le contexte qu'on vit et que, à cause de cela, la délibération en personne en accroît les risques. La démarche de consultation virtuelle et à distance que nous allons vous présenter ce soir en est à sa 4e expérimentation. Cela constitue pour nous une traduction rigoureuse de ce que vous nous avez dit depuis le début de la pandémie en mars dernier. En ce moment où nous apprenons à vivre avec un virus pour lequel la majorité des gens n'est pas encore vaccinée et où de mois en mois les directives changent, nous avons tout fait pour garder les éléments fondamentaux qui vous tiennent à cœur dans les processus de l'Office, soit l'accessibilité, la transparence et la prévisibilité. La démarche mise en place respecte ces principes et vous permettra, tout en étant à distance, de vous informer, de poser des questions, de donner votre opinion, et ce, malgré les contraintes actuelles. En ce sens, ce soir, nous procéderons à la première partie de la séance traditionnelle d'information où nous entendrons la Ville et l'Université de Montréal nous présenter l'objet de la consultation. Vous aurez ensuite largement le temps de nous faire parvenir vos questions et les réponses seront données à la séance du 24 février prochain. La présidente de la commission vous en dira un peu plus tout à l'heure. Nous croyons toujours sincèrement que les événements virtuels ne peuvent pas et ne doivent pas remplacer de façon pérenne les événements en présentiel. Pour nous, le présentiel et le virtuel sont des méthodes complémentaires, non pas interchangeables. Mais il est aussi clair pour nous que nous ne sommes plus dans le monde d'avant. Plusieurs nous ont dit apprécier que la participation citoyenne puisse se faire sans risque, selon votre horaire, au moment où vous avez le temps, mais aussi la disponibilité d'esprit pour participer.
Mais il faut être sensible pour que cette façon de faire ne désavantage pas des personnes qui n'auraient pas les capacités techniques ou l'aisance dans la manipulation des technologies pour faire entendre leur voix. C'est pourquoi nous avons aussi prévu plusieurs supports alternatifs pour vous permettre de participer et notamment pour accompagner ces personnes qui auraient de la difficulté avec le virtuel. Pour les prochaines étapes de cette consultation, vous allez donc pouvoir participer également par téléphone ou par la poste et, si les conditions sanitaires le permettaient, peut-être en groupe restreint. Vous pouvez découvrir toutes ces façons de participer en téléphonant à Gilles Vézina, notre chargé de documentation, au 514-872-8510 ou en allant sur la page web de la consultation. Une courte présentation que nous avons préparée vous montrera également comment bien utiliser toutes les ressources qui sont présentes sur notre site Internet. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à la présidente de la Commission sur le plan directeur d'aménagement du campus de la Montagne, Mme Nicole Brodeur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information sur le plan directeur d'aménagement du campus de la Montagne et de l'Université de Montréal et de ses écoles affiliées. Je m'appelle Nicole Brodeur, je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. La présidente de l'Office, Mme Dominique Olivier, m'a confié la présidence de cette commission. La commission est également composée de Mme Danielle Sauvage ainsi que de M. Radwan Torkmani. Mme Sauvage est une gestionnaire culturelle. Au cours de sa carrière, elle a notamment occupé le poste de directrice générale du Conseil des arts de Montréal de 2002 à 2013. Elle s'intéresse particulièrement à la promotion et à l'inclusion de la relève et de la diversité, ainsi qu'aux pratiques novatrices. Formée en architecture et en ingénierie, Radwan Torkmani œuvre présentement à l'élaboration, la planification et la coordination de projets de nouvelles écoles au CSSDM. Ses recherches en architecture misent sur l'échange avec les utilisateurs pour déterminer les formes et les parcours. La commission est appuyée dans ses travaux par Mme Élise No, qui agit à titre de secrétaire de la commission, et de Mme Yasmina Malki, qui agit à titre d'analyste stagiaire. En leur nom, je vous remercie d'être avec nous ce soir, même à distance. Nous vous remercions également de l'intérêt que vous portez à la présente consultation et nous espérons que vous y participerez en grand nombre. En décembre dernier, le Conseil municipal a mandaté l'Office de consultation publique de Montréal pour assurer la tenue d'une consultation publique sur 2 projets de règlement. Le premier permet de modifier le plan d'urbanisme et le deuxième de mettre en œuvre le projet de plan directeur d'aménagement du campus de la Montagne. Celui-ci, porte plus particulièrement sur le développement, la conservation et l'aménagement du campus de la Montagne de l'Université de Montréal et de ses écoles affiliées. Ces projets de règlement sont soumis à une consultation publique devant une commission de l'ECPM en raison de la localisation du campus de la Montagne dans les limites du site patrimonial du Mont-Royal. Le plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal et le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal impose aux institutions localisées dans le site patrimonial du Mont-Royal l'élaboration d'une planification concertée. Cet encadrement municipal a pour objectif de guider l'évolution et le développement des propriétés. L'Université de Montréal désire mettre à jour le plan directeur du campus de la Montagne qui date de 1995. Le plan directeur permet d'énoncer une vision à long terme, de même que des principes directeurs généraux et spécifiques. Ceux-ci encadreront l'aménagement, la gestion ainsi que le développement pour les prochaines années du campus de la Montagne. Pour la révision du plan directeur, cette planification concertée entre la Ville et l'Université en est à l'étape de proposer un nouveau règlement sur le développement, la conservation et l'aménagement du campus de la Montagne, un règlement modifiant les paramètres de densité du plan d'urbanisme et son document complémentaire, ainsi que l'élaboration d'une entente de collaboration. Dans quelques minutes, nous allons vous présenter plus en détail la page web de la consultation et comment y trouver toute l'information pertinente. Ensuite, les vidéos préparées par la Ville et par l'Université de Montréal expliqueront la démarche de planification concertée
les projets de règlement et le contenu du plan directeur d'aménagement en question. Auparavant, permettez-moi de vous présenter la démarche spéciale que nous avons mise en place. Il s'agit d'une démarche adaptée qui respecte les consignes gouvernementales en vigueur, comme l'a expliqué la présidente, tout en offrant des conditions d'accessibilité qui favorisent l'expression des points de vue. Une consultation menée par l'Office de consultation publique de Montréal se déroule toujours en plusieurs temps. La première partie consiste à informer les citoyennes et les citoyens sur l'objet de la consultation. Elle a pour but de donner toute l'information disponible sur l'objet de la consultation. Cette étape débute ce soir avec la diffusion de vidéos d'information. Vous pourrez revoir ces présentations et consulter la documentation sur les projets en tout temps sur notre site. À partir de ce soir, et ce jusqu'au 19 février, vous pouvez nous envoyer vos questions. Pour cela, nous vous proposons 2 méthodes selon vos préférences. D'abord, par écrit sur notre site Internet ou encore par messagerie vocale en appelant au numéro de téléphone qui apparaît à l'écran. Toutes les questions recueillies, ainsi que celles des commissaires, seront regroupées par thème et posées en direct le 24 février prochain, à 19 h, aux représentants de la Ville de Montréal et de l'Université de Montréal qui seront alors avec nous pour y répondre. Notez qu'il sera également possible de poser de nouvelles questions après avoir entendu les réponses aux questions reçues d'avance. D'autres questions pourraient être posées en direct par téléphone. Depuis la semaine dernière et jusqu'au 3 mars, vous pouvez également répondre au questionnaire d'introduction disponible sur la page de consultation. Aidez-nous à faire connaître la consultation. Partagez-le dans vos réseaux respectifs. La deuxième partie de la consultation a pour but d'entendre les opinions des citoyens de divers groupes. Cette étape est le moment privilégié pour nous faire part de vos préoccupations et de vos commentaires. Après la séance du 24 février, vous disposerez d'1 mois pour donner votre opinion en ligne, par la poste ou par message téléphonique. Finalement, à la suite des séances d'audition, la Commission procédera à l'analyse de toutes les opinions qui y ont été soumises. Elle en fera rapport et formulera des recommandations. La présidente de l'Office, Mme Olivier, soumettra enfin le rapport à la mairesse et au conseil municipal de la Ville de Montréal. Ce rapport sera rendu public 2 semaines plus tard. La Commission vous accompagnera tout au long de ce processus. À chaque phase, nous allons annoncer les dates et le déroulement des étapes suivantes de la consultation. Nous vous incitons à lire le dépliant que vous avez reçu par la poste, à aller sur la page web de la consultation, dont l'adresse apparaît en ce moment sur l'écran, ou encore à appeler le numéro de téléphone qui apparaît sur l'écran, pour connaître plus en détail l'échéancier et les façons de participer. Par ailleurs, nous aimerions vous présenter plus en détail la page web de la consultation et comment y trouver toute l'information pertinente. Voici une vidéo explicative. Pour toutes ces consultations publiques, l'Office de consultation publique de Montréal verse sur son site Web l'ensemble de la documentation et toutes les informations nécessaires à une bonne participation des citoyens. Dans le cadre de la consultation publique, sur le plan directeur du campus de l'Université de Montréal, vous pouvez retrouver toute cette information à l'adresse ocpm.qc.ca/campus-UDM. Sur la page de la consultation publique, vous aurez accès à un bref descriptif du projet, une visualisation d'ensemble de la démarche de consultation publique, quelques documents pour commencer, des cartes thématiques, ainsi que la composition de la commission. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la démarche de consultation de l'Office est adaptée aux consignes gouvernementales en vigueur. Elle peut s'avérer plus complexe qu'à l'habitude, c'est pourquoi nous vous invitons à consulter le dépliant de la consultation publique, disponible sur la page, dans la section « Quelques documents pour commencer », en cliquant sur le lien « Dépliant ». Sur le dépliant de la consultation publique, vous retrouverez l'ensemble des dates à retenir, ainsi que les différentes étapes de la consultation publique,
une explication détaillée de la démarche adaptée à la pandémie de COVID-19 et des informations supplémentaires sur le projet soumis à consultation. Toute la documentation reçue par la Commission dans le cadre de la consultation publique est mise à la disposition des citoyens sur le site web de l'Office. Dans la section Quelques documents pour commencer, nous vous présentons les documents essentiels nécessaires à la compréhension des enjeux. Vous pouvez consulter l'ensemble du dossier de documentation en cliquant sur le bouton Dossier de documentation complet au bas de cette liste. Dans la liste de documentation complète, nous attirons votre attention sur la section 3 qui regroupe l'ensemble des documents présentés par l'Université de Montréal. Vous y retrouverez le plan directeur dans son intégralité, une synthèse de ce plan, ainsi qu'une vidéo de présentation. Dans la section 4, vous retrouverez également les 2 vidéos présentées par la Ville de Montréal. Si vous le souhaitez, nous vous invitons à répondre au questionnaire d'introduction de la consultation. Votre participation permettra au commissaire d'avoir une meilleure connaissance des personnes intéressées. Pour toute question sur le projet ou sur la démarche de consultation, n'hésitez pas à rejoindre l'Office au 514-872-8510. Les 3 vidéos d'information que nous allons voir maintenant expliquent la planification concertée imposée aux institutions situées dans les limites du site patrimonial du Mont-Royal, le projet de plan directeur d'aménagement du campus de la Montagne, ainsi que les projets de règlement qui y sont associés. La première présentation a été produite par la Ville de Montréal. Elle explique l'élaboration d'une planification concertée. Bonjour, bienvenue à cette présentation du cadre de gestion élaboré par la Ville de Montréal dans le but de permettre à l'Université de Montréal de mettre en œuvre son nouveau plan directeur d'aménagement du campus de la Montagne, situé à l'intérieur du site patrimonial du Mont-Royal. Mon nom est Sylvain Garcia, je suis conseiller en aménagement, chef d'équipe à la division de la planification urbaine de la Ville de Montréal. Je suis responsable de cette démarche pour la Ville. Cette présentation se fera en 2 étapes. La première partie consistera à présenter le cadre spécifique dans lequel cette démarche de planification s'inscrit. La deuxième partie, quant à elle, portera sur le cadre de gestion élaboré par la Ville de Montréal. Une présentation par les représentants de l'Université de Montréal s'insérera entre les 2 parties de cette présentation. Nous terminerons la présentation de la deuxième partie par une explication des derniers ajustements apportés au projet de règlement spécifique ainsi que les prochaines étapes devant mener à l'adoption des règlements et leur entrée en vigueur. La démarche de planification concertée dans le site patrimonial du Mont-Royal, que doivent respecter les grandes institutions de la montagne, découle du fait que le Mont-Royal constitue un élément caractéristique prédominant de Montréal et comporte des qualités naturelles, culturelles et patrimoniales exceptionnelles, dont la reconnaissance est notamment manifestée lors de la création du site du patrimoine du Mont-Royal en 1987 par la Ville et l'adoption par le gouvernement du Québec du décret créant l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal en 2005. Dans la foulée de ce décret, l'adoption du plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal en 2009 par la Ville a permis de mettre de l'avant le principe de capacité limite de la montagne à accueillir de nouvelles constructions. Sur le plan opérationnel, cette approche s'est traduite par des ajustements aux documents complémentaires du plan d'urbanisme et à la réglementation d'urbanisme afin que ceux-ci reflètent fidèlement les caractéristiques du bâti existant ou prennent en considération les règlements spécifiques déjà adoptés antérieurement pour certaines grandes institutions de la montagne. Les modifications aux documents complémentaires visaient plus spécifiquement à introduire des paramètres réglementaires très précis concernant la hauteur, le taux d'implantation et les milieux naturels, qui ont pour effet de réduire la possibilité de faire du développement immobilier sur le Mont-Royal et assurer de ce fait la préservation des milieux naturels. Des dispositions permettant d'encadrer les aménagements extérieurs et les interventions sur les bâtiments existants ont également été ajoutées aux documents complémentaires. Plus spécifiquement, le plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal met de l'avant une approche visant à concilier les besoins en termes de croissance et de consolidation des grandes institutions de la montagne avec la protection et la mise en valeur de leur patrimoine respectif. Cet objectif de conciliation est à la base de l'approche de la planification concertée.
Celle-ci permet de déterminer la capacité limite d'un site en identifiant ses composantes patrimoniales et en leur subordonnant des interventions jugées acceptables et qui auront pour effet de contribuer à la mise en valeur du Mont-Royal. Il s'agit ensuite de déterminer des mesures de protection et de mise en valeur et d'encadrement des nouvelles interventions prévues en les traduisant sous forme de dispositions réglementaires et contractuelles. L'analyse permettant de déterminer la capacité limite de la montagne s'appuie donc sur une lecture des éléments d'intérêt comme le paysage, les milieux naturels, les composantes patrimoniales du bâti et les milieux aménagés. Il est donc prévu, dans une démarche de concertation entre la Ville et une grande institution du Mont-Royal, que celle-ci se prévale d'un plan directeur d'aménagement qui indique l'ensemble des aménagements proposés et qui, par le fait même, répond aux exigences de la Ville. Concernant le campus de la montagne de l'Université de Montréal, son évolution est actuellement limitée par les dispositions du règlement spécifique convenu dans les années 1990 sur la base du plan directeur de 1995 de l'Université. Plusieurs projets ont été réalisés à l'intérieur de ce cadre, et compte tenu des nouvelles sensibilités en matière de conservation, il est devenu souhaitable que certains projets envisagés soient reconsidérés. Une lecture du territoire renouvelée, notamment en matière de protection des milieux naturels, militait en faveur d'une analyse nouvelle de la capacité limite du campus. Les nouvelles orientations en matière d'aménagement de la municipalité, spécialement en matière de mobilité durable et d'adaptation au changement climatique, et les besoins actuels de l'université pour lui permettre plus particulièrement de consolider ses activités institutionnelles et ses espaces extérieurs, rendaient également souhaitable l'élaboration de nouveaux plans directeurs d'aménagement. Au début de l'année 2019, l'Université a informé la Ville de son intention de débuter une démarche de planification concertée sur son campus. La Ville s'est dit ouverte à cette volonté de l'Université et à partir d'avril de la même année, la Direction de l'urbanisme du Service de l'urbanisme et de la mobilité a été mandatée pour faire cette démarche. Un énoncé d'intérêt patrimonial a alors été préparé et des comités de travail ont permis d'aborder les différents enjeux du campus et de développer le cadre de gestion dont les deux règlements qui font l'objet de la présente consultation publique. L'analyse de la capacité limite de la montagne s'est notamment faite à partir d'études patrimoniales et d'outils géomatiques, dont une maquette 3D. Avant de passer à la deuxième partie de cette présentation, visant la présentation du cadre de gestion regroupant deux règlements et une entente de collaboration, le contenu du plan directeur d'aménagement de l'Université de Montréal vous sera présenté. La prochaine vidéo présente le projet de plan directeur d'aménagement du campus de la montagne de l'Université de Montréal et de ses écoles affiliées. L'Université de Montréal, de concert avec ses écoles affiliées, Polytechnique Montréal et HEC Montréal, présente le plan directeur d'aménagement du campus de la montagne. Ce plan vise à répondre efficacement aux besoins présents et futurs de la communauté universitaire ainsi que de la population en général. Ce plan a été élaboré entre 2018 et 2020. Il a fait l'objet d'une démarche collaborative entre l'Université, la Ville de Montréal, ainsi que les arrondissements d'Outremont et de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Lors du dépôt du plan à la Ville de Montréal, un comité conjoint et plusieurs sous-comités ont été mis en place, réunissant des représentants de l'Université, des services de la Ville de Montréal et du ministère de la Culture et des Communications. Le plan a également été présenté à divers comités consultatifs de la Ville. Le plan directeur prévu pour les 15 à 20 prochaines années se veut d'abord un outil de référence et de planification qui permettra d'orienter et d'encadrer l'élaboration des projets. Ces derniers seront encadrés par un nouveau règlement et seront assujettis aux divers mécanismes de révision de projet prévus par la réglementation municipale. Site du campus. Le campus de la montagne est le principal campus de l'Université de Montréal. Il couvre un vaste territoire de 65 hectares sur le flanc nord du Mont-Royal. Il est au sud du boulevard Édouard-Montpetit et adossé au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Il chevauche deux arrondissements, soit l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et l'arrondissement d'Outremont. 40 bâtiments composent le parc immobilier sur le campus. Les zones boisées et arborées représentent près d'un tiers du campus. Depuis 2005,
En vertu de la loi sur le patrimoine culturel, une grande partie du campus est incluse dans les limites du site patrimonial du Mont-Royal, ce qui lui confère un statut de protection particulier. Propriété de l'université et des écoles affiliées, une grande partie du campus appartient à l'Université de Montréal. Certaines propriétés appartiennent à HEC Montréal et à Polytechnique Montréal. En 2010, l'Université de Montréal a conclu 2 baux avec la Ville de Montréal. L'un pour un terrain de plus de 13 hectares situé derrière le pavillon de Polytechnique Montréal pour la création du parc Chochanke-Ochiragene. L'autre en bordure du chemin de Polytechnique permettant la réalisation d'un tronçon du chemin de ceinture du Mont-Royal. Survol des grandes périodes de développement du campus. Le campus a connu 4 grandes périodes de développement influencées par l'adoption de plans directeurs qui ont guidé son développement. Le cadre bâti et les espaces extérieurs ont des styles très affirmés. Ils agissent comme témoins matériels de ces périodes qui ont façonné le site. Ils reflètent les transformations qui ont marqué le système d'éducation au fil des ans. Véritable catalogue des courants architecturaux du 20e siècle, le campus compte des bâtiments et des espaces extérieurs qui sont l'œuvre d'architectes ou d'architectes paysagistes québécois. Ils représentent les idéaux et les innovations véhiculées par l'université au fil du dernier siècle. Les bâtiments sont, pour la plupart, des précurseurs et des représentants exemplaires de leur courant architectural et paysager. Pour n'en nommer que quelques-uns, pensons au pavillon Roger Gaudry et sa tour, projet emblématique de la carrière d'Ernest Cormier, au garage Louis Collin, dont les murs en béton semblent réciter l'adage moderniste « La forme suit la fonction », et au pavillon de HEC Montréal sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine de l'architecte Dan S. Hanganou. Le campus regorge également de formes, de matériaux et d'éléments stylistiques qui en sont devenus les emblèmes, que ce soit les éléments hexagonaux et triangulaires, la brique chamois, les mains courantes en acier inoxydable, les lampadaires, etc. Bref, si le campus s'impose au regard extérieur comme un ensemble monumental, une attention portée aux détails de ses espaces et de ses bâtiments révèle toute la richesse de ses composantes architecturales et paysagers. À la différence du plan directeur précédent de 1995, qui visait à définir le potentiel de développement en fonction des besoins institutionnels, le plan directeur d'aménagement de 2020 vise principalement la consolidation des actifs immobiliers et la mise en valeur du campus. Il ne s'agit pas de prévoir des constructions majeures, mais bien de consolider les actifs requérant différentes approches qui varient entre la restauration, la réhabilitation, la préservation ainsi que la mise aux normes. Le plan directeur 2020 se distingue donc par son souci pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain, paysager et artistique. La vision se résume comme suit. Un patrimoine architectural, paysager et naturel exceptionnel. Un milieu de vie attractif, animé en toute saison. Un campus ouvert sur la ville et accessible pour tous. Un lieu de détente et de promenade sécuritaire. 3 approches découlent de cette vision qui sont la conservation du patrimoine, le développement durable, la reconnaissance autochtone. Mais l'Université de Montréal est un campus très spécial sur le flanc nord de la montagne. Il n'y a pas beaucoup de campus qui ont intégré la nature et la culture aussi bien que l'Université de Montréal. Et nous avons insisté beaucoup sur le processus patrimonial, ça veut dire d'identifier les valeurs patrimoniales et puis par la suite d'appliquer les normes et lignes directrices pour la conservation des lieux du patrimoine canadien pour connaître ce qu'on a avant de procéder à l'action. Alors, je suis fière dans le plan directeur de l'aménagement de l'Université de Montréal qu'il y ait un engagement de réfléchir avant de prendre de l'action et vraiment un engagement d'entretenir le patrimoine bâti et paysager d'une bonne façon selon les normes et lignes directrices. La responsabilité particulière de l'Université de Montréal, c'est principalement de se trouver sur le Mont-Royal. Le Mont-Royal, c'est un patrimoine historique et naturel, donc on a des grandes responsabilités qui viennent avec ça. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a planté quand même 2600 arbres sur le campus là, dans les 7 dernières années.
C'est beaucoup, étant donné la surface qu'on a. Et dans la coulée verte, on a déjà presque une centaine de plantés dans ce secteur-là. Donc, quand ils vont arriver à plein déploiement, déjà, on va avoir une belle canopée qui va créer ce lien vert-là sur le campus. On a espoir de connecter davantage notre communauté étudiante avec le milieu naturel aussi. Ce qu'on a, c'est d'augmenter la mobilité durable, donc le transport actif, le transport en commun. Ce qu'on a, c'est réduire l'impact de notre approvisionnement en général, approvisionnement que ce soit pour les bureaux, mais ça peut être l'approvisionnement aussi pour les services alimentaires, par exemple. Donc, c'est assez vaste. On dit souvent le développement durable, c'est transversal, donc on vient toucher à peu près à tous les services de l'université. La politique, elle essaie de couvrir l'ensemble. Le plan directeur d'aménagement de l'Université de Montréal reflète bien l'engagement de l'Université auprès des premiers peuples. On y inclut un peu d'historique sur comment nous en sommes arrivés à cet engagement-là. Ensuite, sur la reconnaissance des symboles et des designs traditionnels chez les premiers peuples aussi. Ensuite, on parle de l'importance de les tenir en compte leurs préoccupations, leur vision et leur expertise dans l'élaboration et la mise en œuvre de projets d'aménagement. Et ça reflète, selon moi, vraiment le sérieux de la démarche de l'université. Principes directeurs généraux. Les 7 principes généraux suivants ont orienté l'élaboration du plan directeur d'aménagement. Identité. Consolider et valoriser la situation du campus entre la ville et la montagne et révéler les vues sur la ville et sur le campus. Continuité. Affirmer la trame dictée par le patrimoine naturel et bâti existant. Polyvalence. Créer des milieux de vie dynamiques permettant une variété d'usages. Qualité de vie. Offrir un environnement sain et sécuritaire par des aménagements de qualité, confortables et conviviaux. Mobilité. Faciliter la cohabitation harmonieuse de tous les modes de déplacement et les transports actifs. Innovation. Diffuser le savoir universitaire et tisser des liens avec la communauté par des interventions avant-gardistes. Signature. Développer une signature qui met en relation les différents espaces du campus et qui contribue à son image de marque. Principes d'aménagement spécifiques. Issus des principes directeurs généraux, les 11 principes d'aménagement spécifiques abordent les différentes composantes du campus. Aménagement extérieur et cadre bâti, interface, seuil et accès, circulation, gestion des eaux et milieux humides, ouvrage d'art, mobilier, éclairage, revêtement de surface, signalétique, corpus d'art extérieur. Ces principes encadreront toutes les interventions sur le campus, que ce soit lors d'un projet d'agrandissement d'un bâtiment ou d'un projet d'aménagement paysager. Nous vous présentons les grandes lignes de ces principes. Milieu naturel et verdissement. Milieu naturel. Le plan directeur propose à la fois de préserver et de valoriser la coulée verte. On appelle coulée verte le boisé qui traverse en diagonale le campus en continuité avec le Mont-Royal, depuis le plateau supérieur jusqu'au boulevard Édouard-Montpetit. De façon plus globale, le plan prévoit également de renforcer le couvert forestier du campus de la montagne. Plusieurs milieux humides ainsi que des zones de biorétention permettront de répondre aux exigences de la ville en matière de gestion des eaux pluviales. La superficie du couvert forestier et boisé atteindra plus de 24 hectares contre 22 actuellement. La valorisation de la coulée verte permettra de constituer un corridor continu depuis la montagne jusqu'au boisé bordant le boulevard Édouard-Montpetit. Le projet s'inscrit parfaitement dans le projet montréalais du corridor écologique et vivrier d'Arlington. Le plan directeur prévoit une gestion des eaux pluviales permettant de préserver 3 milieux humides, en plus de créer un nouveau qui sera alimenté par les eaux pluviales de la montagne plutôt que les rediriger vers le réseau des infrastructures. Plusieurs zones de biorétention sont également prévues sur le campus. Verdissement. Il faut souligner que le bénéfice du verdissement
se ressentira fortement dans la zone institutionnelle qui présente actuellement un pourcentage de canopée très inférieur à l'objectif énoncé par la Ville de Montréal. Il est prévu un accroissement de la canopée dans la zone institutionnelle de 12,5 % à 25 %. Les différentes propositions de plantation d'arbres en bordure de la voirie, le verdissement à moyen et long terme de certains stationnements de surface et l'ajout de nouveaux espaces de rassemblements extérieurs vont contribuer à réduire les îlots de chaleur. Aménagements extérieurs et cadres bâtis. La superficie totale d'espaces de rassemblement extérieur, actuellement de 4,5 hectares, sera portée à près de 9,4 hectares. À terme, plusieurs nouveaux espaces seront constitués principalement dans la zone institutionnelle en extension des bâtiments existants ou des agrandissements projetés. L'objectif est de créer plus de perméabilité entre les espaces intérieurs et extérieurs. L'ajout de ces nouveaux espaces offrira des lieux propices aux échanges et aux rassemblements, et ce, non seulement pour la communauté universitaire, mais aussi pour la collectivité montréalaise. Axe de vie du campus. Cet axe est le fil conducteur des parcours piétonniers et cyclistes entre les pavillons et les stations de métro, où se disséminent de nouveaux espaces publics. Grâce à ce nouvel axe Est-Ouest, les espaces publics extérieurs sont mis en réseau et mis en valeur dans une optique de fréquentation 4 saisons. L'enfilade de ces parcours offre une occasion unique de découvrir les caractéristiques paysagères et architecturales propres aux différentes périodes de développement du campus. Ainsi, les usagers pourront apprécier et expérimenter, lors de leur promenade, les espaces extérieurs, les vues offertes par les belvédères, les milieux naturels et la topographie, ainsi que les pavillons reflétant plusieurs courants architecturaux. Les interventions qui sont prévues sur l'axe Est-Ouest ont été découpées en 4 parcours. Parcours 1. Village étudiant, pôle sportif. Parcours 2. Village étudiant, coulée verte, Polytechnique Montréal. Parcours 3. Pavillon Roger Gaudry et son parvis. Parcours 4, pôle scientifique, sciences humaines et sociales. Cadre bâti. Afin de poursuivre de façon efficiente sa mission d'enseignement et de recherche, l'Université de Montréal doit pouvoir conserver sur la montagne une capacité de consolidation pour des unités académiques ou des services en soutien à celles-ci. En effet, malgré le développement du campus 1000 à Outremont, un important déficit d'espace demeure, soit près de 45 000 m² nets pour l'Université de Montréal et ses écoles affiliées. Depuis 1992, il y a eu une augmentation de 12 % de la clientèle étudiante, sans compter les employés et les enseignants. En 2020, plus de 67 000 étudiants ont fréquenté l'université et ses écoles affiliées. Projet prévu au plan directeur de 1995, mais abandonné. L'Université de Montréal et ses écoles affiliées renoncent aujourd'hui à plusieurs potentiels de développement prévus au plan directeur de 1995 pour protéger et bonifier la coulée verte, de même que contribuer à la transition écologique conformément aux engagements de l'université. Ce geste fort vient compenser les potentiels d'agrandissement qui sont identifiés dans le plan directeur. Projet sans impact ou faible impact sur l'implantation au sol. Les projets d'agrandissement sans impact ou à faible impact sur l'implantation au sol sont prévus à même les toitures de certains pavillons existants pour répondre à des besoins d'espace bien définis et pour consolider la vocation et les activités de ceux-ci. Ces agrandissements se feraient dans le respect des vues, de la topographie du site ainsi que la partie sommitale de la montagne. 2 projets sont présentés à titre indicatif. Projets avec impact sur l'implantation au sol. Ces projets visent à consolider des activités académiques et de vie étudiante sur le campus. Ils se réaliseraient sur des espaces actuellement dédiés au stationnement de surface.
Les stationnements de surface existants seront pour la plupart relocalisés en souterrain. Enfin, sauf pour une petite surface boisée dont la valeur de conservation est faible, l'ensemble des agrandissements prévus sont sans impact sur le couvert végétal et les boisés existants. Ces agrandissements se feraient également dans le respect des vues, de la topographie du site ainsi que la partie sommitale de la montagne. 2 projets sont présentés à titre indicatif. Circulation piétonne, cyclable et véhiculaire. La mobilité dite douce est au cœur du plan directeur et vise à faire du campus un site exemplaire en matière de cohabitation et de diversification des transports. Elle prend appui sur les dernières tendances, les besoins et les stratégies en matière de transports individuels, collectifs et actifs. Circulation piétonne. La mobilité piétonne est tout naturellement au cœur des aménagements proposés. Les propositions du plan directeur permettront de sécuriser et bonifier les cheminements piétons continus, de renforcer l'accessibilité universelle pour l'ensemble des bâtiments du campus, d'améliorer la connexion ville-montagne et de soigner les liaisons piétonnes entre les stations de métro et du REM et les seuils d'entrée au campus. L'axe de vie du campus représente à lui seul un parcours piétonnier et cyclable de plus de 1,6 km d'est en ouest du campus. Le projet du chemin de la rampe et du chemin de Polytechnique prévoit prioriser les piétons et les cyclistes par l'aménagement de larges trottoirs et d'une piste cyclable en site propre. Plus de 3 km de nouveaux trottoirs ou de trottoirs élargis avec mobilier, éclairage et plantation d'arbres sont prévus. Circulation cyclable. Le vélo est devenu un moyen de transport incontournable. C'est pourquoi le campus de la montagne s'inscrit pleinement dans cette dynamique en prévoyant moderniser l'offre pour mieux répondre aux besoins des usagers du vélo et encourager cette pratique comme mode de déplacement. Le plan directeur prévoit créer plus de 4 km de pistes cyclables, de bandes cyclables et de voies partagées. Au fur et à mesure des projets réalisés, des stationnements intérieurs et extérieurs sécurisés pour vélos, des vestiaires et des douches seront planifiés à proximité des entrées des bâtiments. Plus de 300 mètres de glissières sont aussi prévus pour faciliter le déplacement des vélos dans les escaliers. Transport collectif et autopartage. Une étude sur la mobilité sur le campus a révélé qu'environ 70% des déplacements effectués par la communauté universitaire entre le campus de la montagne et leur domicile s'effectuent en transport en commun. Les solutions d'aménagement visent par conséquent à compléter l'offre actuelle et accompagner les projets développés par les acteurs des transports actifs et collectifs pour structurer le réseau, le rendre plus attractif et améliorer la qualité de vie des usagers. Il est proposé d'instaurer 4 pôles de mobilité qui offriront une diversification des modes de transport, permettant aux usagers de faire des choix éclairés quant à leur déplacement durable et éco-responsable. Stationnement. Le plan vise à améliorer la qualité de vie de l'ensemble des usagers du campus, ce qui se traduit par 2 objectifs majeurs. D'une part, la réduction des aires de stationnement extérieur et d'autre part, la réduction globale de l'offre en stationnement de 10% sur l'ensemble du campus. Les stationnements qui seront enlevés sont ceux qui occupent des espaces pour les futurs agrandissements ou ceux offrant le plus d'attrait pour de nouveaux espaces extérieurs. La stratégie proposée cible donc plusieurs stationnements extérieurs à relocaliser en sous-sol. On prévoit réduire de près de 30 000 m² les aires de stationnement en surface afin de réaliser les agrandissements ou les espaces de rassemblement extérieurs. Conclusion. Le plan directeur d'aménagement s'inscrit en continuité des plans directeurs qui ont encadré le développement du campus depuis son origine. Toutefois, c'est un plan de consolidation du campus plutôt qu'un plan de développement. Il présente des gains tangibles qui répondent aux aspirations de la communauté et qui seront perceptibles au fur et à mesure de sa réalisation. Il préserve et valorise la coulée verte
en plus de renforcer le couvert forestier du campus de la montagne. Il prévoit une meilleure gestion des eaux pluviales en préservant 3 milieux humides, en plus d'en créer un nouveau. Il améliore le milieu de vie en repensant notamment les espaces extérieurs, en plus du mobilier urbain et de l'éclairage. Pour les agrandissements proposés, ils sont réalisés en remplacement des stationnements de surface ou par l'ajout d'étages sur les bâtiments existants. Ces agrandissements sont sans impact sur le couvert végétal et les boisés existants. Le plan est résolument tourné vers l'amélioration des parcours piétons et le renforcement de la place du vélo. Il participe au positionnement de l'Université de Montréal et ses écoles affiliées comme établissements exemplaires, attractifs et innovants. Enfin, c'est un outil essentiel qui soutient l'évolution du site vers un campus métropolitain animé, agréable à vivre, sécuritaire, inscrit dans un patrimoine unique et exceptionnel, ouvert au monde universitaire et à la collectivité. La prochaine vidéo explique les modifications réglementaires proposées par la Ville de Montréal afin de permettre la mise en œuvre du projet de plan directeur d'aménagement du campus de la montagne. Afin de permettre la mise en œuvre du nouveau plan directeur de l'université, la Ville a développé un cadre de gestion. Celui-ci comprend une modification au plan d'urbanisme, un règlement spécifique qui sera adopté en vertu des pouvoirs de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal et une entente de collaboration. Ce travail est le fruit d'une collaboration entre la Ville et l'université. Les modifications au plan d'urbanisme visent à revoir les principaux paramètres d'encadrement réglementaire, soit la densité, les milieux naturels et la mise aux normes des bâtiments, qui permettront l'adoption de règlements spécifiques pour le campus de la montagne. Le règlement spécifique, quant à lui, permet de protéger les milieux naturels du campus, autoriser les différents projets, encadrer ces mêmes projets par des exigences réglementaires diverses et assurer la protection et la mise en valeur des qualités patrimoniales, paysagères et naturelles du campus de la montagne. Enfin, l'entente de collaboration permet de prendre en charge des engagements, autant de la Ville que de l'université, qui ne sont pas du ressort de la réglementation municipale en urbanisme. En aparté, mentionnons que le contenu du plan directeur a fait l'objet de 2 présentations au comité mixte en août 2019 et en décembre 2019. Suivant cette dernière présentation, le comité mixte a émis un avis favorable. Par la suite, une 3e présentation au comité mixte a été faite le 4 septembre 2020 afin de présenter le cadre de gestion développé par la Ville. Le comité mixte a émis un avis favorable avec recommandation. Des ajustements ont été apportés au règlement spécifique pour tenir compte de ces recommandations. Mentionnons que le comité mixte est composé des membres du comité Jacques Vigée et du Conseil du patrimoine de Montréal. Il s'agit de comités aviseurs de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme et de patrimoine. Les 2 projets de règlement ont fait l'objet d'une approbation par les instances décisionnelles en décembre et l'Office de consultation publique a été mandaté de tenir une consultation publique à cet égard. Le règlement spécifique détermine un territoire d'application. Il convient de mentionner que le territoire d'application exclut la partie de la propriété de l'université qui a fait l'objet d'un bail en faveur de la Ville et qui est maintenant aménagée sous forme de parc et accessible au public. Il s'agit d'une partie du parc Tiohtià:ke-Otchiragéné qui englobe une partie importante du sommet d'Outremont. Le règlement spécifique prévoit également un découpage en secteurs, identifié à la carte par des lettres, afin d'encadrer les différents projets à venir. Le règlement spécifique est organisé de manière à déterminer, d'une part, les conditions normatives générales, les conditions normatives spécifiques par secteur pour les agrandissements et les stationnements souterrains, et d'autre part, les objectifs et critères d'implantation et d'intégration architecturale généraux et spécifiques. En ce qui concerne la zone de conservation et de mise en valeur écologique, elle vise notamment à permettre de consolider la coulée verte en retirant 2 aires de stationnement de surface identifiées à la carte par un hachuré et assurer la protection et la mise en valeur du boisé de HEC Montréal. À cet égard, HEC Montréal et la Ville s'engagent à collaborer pour définir les interventions requises et les sources de financement appropriées. Différents niveaux de protection sont également introduits afin de protéger ce patrimoine naturel tout en accordant à certains endroits une souplesse pour des travaux d'aménagement dans une perspective de mise en valeur. Il s'agit des zones B, C et D.
Le plan d'urbanisme est également modifié de manière à permettre à l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce d'encadrer les travaux d'agrandissement et de réfection de la station de métro Université de Montréal requis par la STM. Afin de tenir compte de cet ajustement à la zone de conservation et de mise en valeur écologique, l'annexe K, intitulée Les milieux naturels et espaces verts protégés du document complémentaire du plan d'urbanisme, est modifiée. Cette modification permet d'ajuster l'identification des milieux naturels protégés du Mont-Royal au plan d'urbanisme. Afin de permettre à l'Université de répondre à un des principaux objectifs du plan directeur, c'est-à-dire de consolider le campus par l'aménagement d'un axe de vie des espaces de rassemblement, le règlement spécifique autorise et encadre l'aménagement des espaces extérieurs, mais également le réaménagement des chemins de la rampe et de Polytechnique. Pour ce faire, il y a obligation d'aménager certains tronçons de l'axe de vie et certains espaces et lieux de rassemblement lorsqu'ils sont situés dans les secteurs concernés par des travaux d'agrandissement. Ces objectifs et des critères seront à respecter afin de s'assurer non seulement que l'axe de vie soit aménagé sous forme de voies partagées, mais aussi que les espaces et lieux de rassemblement tiennent compte des préoccupations de la ville en matière de patrimoine, de paysage, de mobilité durable, d'adaptation au changement climatique et de transition écologique. Afin de rendre sécuritaire la pratique du vélo sur le flanc nord du Mont-Royal, il y aura aussi une obligation d'aménager des pistes cyclables en site propre et unidirectionnelles lors du réaménagement du chemin de la rampe et du chemin de Polytechnique. Afin de permettre à l'Université d'aménager les seuils d'accès au campus, la Ville et l'Université ont pour objectif de s'entendre sur les modalités de réalisation de ces aménagements. En ce qui concerne le potentiel d'agrandissement, le cadre de gestion détermine, pour chaque projet, une aire d'implantation, un taux d'implantation et une hauteur à respecter. Il détermine également l'emplacement des stationnements souterrains que l'Université de Montréal pourra aménager ainsi que le nombre maximal d'unités de stationnement par secteur. L'entente de collaboration reprend d'ailleurs l'engagement de l'Université d'une diminution globale de 10% du nombre total d'unités de stationnement. Il est à préciser que les agrandissements se feront à même des aires de stationnement extérieures existantes et n'auront pas d'impact sur le couvert végétal du campus. Seule une petite partie boisée, au sud du pavillon J.A. Bombardier, sur le campus de Polytechnique Montréal, nécessitera l'abattage d'arbres pour permettre le repositionnement de l'accès au quai de livraison intérieur du côté sud du pavillon. Cette reconfiguration vise à permettre l'aménagement partiellement souterrain du nouveau pavillon du carrefour étudiant situé entre le pavillon J.A. Bombardier et le pavillon principal de Polytechnique, ainsi que l'aménagement sur le toit de celui-ci d'une nouvelle place publique, permettant ainsi d'éliminer la circulation automobile à cet endroit. Ces projets d'agrandissement impliquent de modifier l'annexe H, intitulée la limite de hauteur, et l'annexe I, intitulée les taux d'implantation du document complémentaire du plan d'urbanisme, afin que celui-ci reconnaisse les nouveaux potentiels d'agrandissement. Les paramètres de densité généraux du plan d'urbanisme sont également modifiés. Deux nouveaux secteurs de densité sont créés du côté de l'arrondissement d'Outremont afin de reconnaître le bâti existant des pavillons Marie-Victorin et de la faculté de musique, alors que du côté de l'arrondissement de Côte-des-Neiges, il y a la création d'un nouveau secteur pour permettre l'agrandissement en hauteur du CEPSUM et l'agrandissement du campus de Polytechnique Montréal pour l'ajout des nouveaux pavillons. En ce qui concerne les agrandissements autorisés, le cadre de gestion détermine des exigences qui répondent à plusieurs préoccupations de la ville, soit le patrimoine, le paysage, la mobilité durable, l'adaptation au changement climatique et la transition écologique. En matière de mobilité durable, il est prévu une réduction du nombre d'unités de stationnement et des aires de stationnement de surface par secteur en fonction des projets d'agrandissement. Il est également prévu l'aménagement d'unités de stationnement pour vélos et avec salle intérieure pour les cyclistes dans certains cas. Une obligation de fournir des bornes de recharge électrique et des unités de stationnement réservées aux véhicules électriques est également de mise dans le cas des stationnements intérieurs. Il sera également possible d'y aménager des abris vélos sur le campus, en notant que ceux-ci soient implantés sur des surfaces déjà minéralisées. En matière d'adaptation au changement climatique et de transition écologique, il est notamment prévu un verdissement par l'élimination des aires de stationnement de surface, une augmentation de la canopée,
de 5 points de pourcentage à 15 points de pourcentage selon le secteur du campus et une amélioration de la gestion des eaux de surface. En matière de protection et de mise en valeur du patrimoine et du paysage, l'Université de Montréal s'engage à respecter l'énoncé d'intérêt patrimonial. Sur cette base, le règlement spécifique prévoit une série d'objectifs et de critères à respecter. Ceux-ci concernent notamment la topographie et les affleurements rocheux, l'effet d'ascension qui caractérise le site, la masse végétale du Mont-Royal en arrière-plan, l'organisation du bâti en mode pavillonnaire du campus, les ressources archéologiques encore présentes, les matériaux dominants comme la brique et le béton brut, les éléments de conception associés au courant fonctionnaliste de la période 1960-1970 et les vues. Le règlement détermine également que tout projet ayant pour effet de modifier un volume, une caractéristique architecturale et paysagère, requiert l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, c'est-à-dire faire l'objet d'une évaluation qualitative, notamment par le comité consultatif d'urbanisme des arrondissements concernés. Mentionnons que les projets devront également faire l'objet d'une autorisation en vertu des obligations qui découlent de la loi sur le patrimoine culturel. Le règlement spécifique prévoit par ailleurs qu'il sera possible de faire des interventions visant l'entretien et la mise aux normes des bâtiments, qui auront pour effet de modifier un volume, notamment pour l'aménagement d'un équipement mécanique, d'une cage d'escalier ou d'ascenseur. Un équipement mécanique installé sur le toit d'un bâtiment devra être dissimulé par un écran ou aménagé à l'intérieur d'un volume. Un ajustement aux documents complémentaires du plan d'urbanisme est requis pour permettre ce type d'entretien et de mise aux normes dans le site patrimonial du Mont-Royal. Également, toute intervention sur l'extérieur d'un bâtiment qui concerne des travaux de restauration ou de réhabilitation devront respecter des objectifs et des critères prévus à cet égard, notamment en matière de réhabilitation. Voici un exemple d'application du règlement spécifique. Il s'agit du pavillon de la faculté de musique. Le projet consiste en un agrandissement d'environ 4 ou 5 étages à même une aire de stationnement de surface située à l'est du bâtiment. Dans un premier temps, des dispositions normatives sont à respecter, soit une hauteur altimétrique, une aire d'implantation afin de contrôler l'emplacement de l'empreinte au sol, un taux d'implantation maximal fixé à 29%, la réduction du nombre de cases de stationnement de surface, la possibilité d'aménager un stationnement intérieur avec un nombre maximal d'unités, une augmentation de la canopée de 5 points de pourcentage, des exigences minimales de support à vélo et l'aménagement d'une salle intérieure pour cyclistes, une obligation d'aménager un certain nombre de bornes de recharge et d'espaces pour véhicules électriques selon un ratio prévu au règlement, l'utilisation du dynamitage comme méthode d'excavation et, enfin, développer une stratégie archéologique en amont afin d'être intégré dans l'élaboration du projet. Également, en plus des objectifs et des critères généraux, un objectif et des critères spécifiques serviront à évaluer la qualité du projet, notamment en matière de patrimoine et de paysage. D'abord, l'objectif vise à protéger et mettre en valeur le caractère boisé du secteur et la vue vers le sommet d'Outremont. Les critères pour y parvenir sont de favoriser le reboisement de la partie est du secteur en remplacement des aires de stationnement, de s'assurer que le sommet d'Outremont demeure visible en arrière-plan et au-dessus du nouveau volume, de favoriser un aménagement paysager en cours avant permettant d'augmenter le verdissement et la création d'un espace public de qualité, et enfin de favoriser la conception d'un bâtiment qui offre une relation visuelle forte avec le sommet d'Outremont, le caractère boisé et la topographie marquée du secteur. Concernant le projet de règlement spécifique, il est prévu y apporter des ajustements par rapport à la version adoptée par le conseil municipal. Les ajustements concernent les éléments suivants. L'article 11 est modifié de manière à clarifier l'encadrement pour l'aménagement d'un espace collectif intérieur accessible aux usagers, en déterminant que celui-ci ne doit pas avoir pour effet d'ajouter à un bâtiment un étage, un volume au sol ou un volume sur un toit, à moins que celui-ci soit situé dans une cour intérieure, non visible depuis une voie de circulation, une voie publique ou un espace de rassemblement.
Un critère est ajouté afin que ce type d'aménagement ait comme résultat une augmentation de luminosité naturelle à l'intérieur du bâtiment. Des ajustements d'ordre clérical sont également apportés. L'article 27, l'article 42, l'article 49 et l'article 54. Suivant le dépôt du rapport de l'OCPM, prévu au printemps 2021, le cadre de gestion sera bonifié afin de prendre en compte les recommandations. Ensuite, il y aura adoption du second projet du règlement spécifique avec ou sans changement par le conseil municipal. Les modalités d'approbation référendaire s'appliqueront à ce moment. Ensuite, il y aura adoption par le conseil municipal du règlement spécifique et du règlement modifiant le plan d'urbanisme. Au terme de ce processus, l'entrée en vigueur des règlements pourra alors se faire. Il est également prévu de signer l'entente de collaboration avant l'entrée en vigueur des règlements. En terminant, au nom de la Ville de Montréal, je tiens à vous remercier d'avoir assisté à cette présentation. C'est ce qui met un terme à la soirée d'information virtuelle. Je remercie l'Université de Montréal et la Ville pour leur travail. Les présentations que vous venez de voir, ainsi que la documentation pertinente et tous les renseignements qui vous ont été communiqués ce soir, sont disponibles sur notre site Internet, dont l'adresse apparaît à l'écran. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 19 février pour nous faire parvenir vos questions, soit sur notre site Internet ou encore par messagerie vocale. Les coordonnées apparaissent à l'écran. Je vous donne donc rendez-vous le 24 février prochain pour la soirée de questions-réponses virtuelle avec les représentants de la Ville et de l'Université. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez répondre au questionnaire d'introduction sur la page de la consultation. Afin de rester informé des étapes à venir, nous vous invitons également à vous inscrire à l'infolettre de l'OCPM. Nous espérons que cette soirée vous a permis d'en connaître davantage sur cette consultation publique et que vous serez nombreux à y participer. Au nom de la Commission, je vous remercie de votre participation. Pour toute information additionnelle, je vous propose d'appeler Gilles Vézina, chargé de documentation, au numéro de téléphone qui apparaît à l'écran. Bonne soirée et au revoir.